Bonsoir à toutes et à tous. Voici l'événement de ce dimanche soir. C'est le sondage pour LCI et Le Figaro. Il confirme la percée d'Éric Zemmour. Il serait entre 6 et 7%. À droite, Xavier Bertrand ferait un peu mieux que Valérie Pécresse. Cependant, aucun des deux n'arriverait à se placer au second tour. Marine Le Pen est en recul, mais elle garde solidement sa place dans le face-à-face final. Et dans tous les cas, c'est évidemment l'enseignement crucial. Emmanuel Macron serait le grand vainqueur. Voici les chiffres. On va en mesurer la portée politique, ce qu'ils disent de la France d'aujourd'hui, avec aussi la force du courant nationaliste. Et puis l'information est révélée ce soir sur LCI, c'est François Molins qui la livre. Des milliers de plaintes arrivent concernant le Covid. On se rappelle l'énorme scandale qu'avaient provoqué les perquisitions touchant notamment Édouard Philippe ou Olivier Véran. Avec nous ce soir, l'homme qui sonde les reins et les cœurs des Français pour l'IFOP, Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Maude Bréjon, vous êtes porte-parole de La République En Marche, bonsoir. Antoine Girs, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour et toujours membre des Républicains. Vous avez votre carte sur vous. Eh oui, vous me demandiez, Darius. Carte bleue des Républicains. C'est quand même assez frappant de voir. On en parlera, on verra si c'est un cas pas si frappant, vous verrez. Si rare ou si effectivement il reste des proximités. Et d'abord Renaud Pilat, éditorialiste de LCI. Bonsoir Darius. Prenons d'abord les choses par la fin, je le disais. On fait tous les scénarios possibles. Dans tous les cas, Emmanuel Macron gagne à la fin. Oui, c'est ce qui marque dans le sondage IFOP pour LCI Figaro. Regardez le second tour, en cas de duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, eh bien, on a un Emmanuel Macron qui est à 56-44. Il dominerait un second tour. Reste que, on a vu à la dernière élection présidentielle, Marine Le Pen était quasiment à 10 points en dessous, donc on voit quand même qu'elle progresse. Mais le président domine à 7 mois, ce qui est assez rare. Deuxième enseignement, on a beaucoup dit Marine Le Pen en perte de vitesse, les régionales, etc. En fait, elle est toujours très solidement au second tour. Oui, et exactement. Et ce qui compte, c'est cette fameuse deuxième place. Deuxième place, la place sera très chère. Regardez avec Xavier Bertrand, il fait 15%, Éric Zemmour 7%. Mais Marine Le Pen est quand même en tête avec 22%. Elle maintient son socle. Si on regarde les autres candidats de droite qui sont testés, Valérie Pécresse, 12%, Éric Zemmour, 6%, encore Marine Le Pen qui est à 21%, et le troisième, Michel Barnier, eh bien, il est à 11%, Marine Le Pen arrive encore en tête, et Éric Zemmour fait 6%. On voit là que tout ce qui va se jouer, c'est cette place pour le second tour, parce que bien sûr, c'est là où on accède à effectivement la compétition finale. Troisième enseignement, il est très important pour la droite, la compétition entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Xavier Bertrand fait un peu mieux, mais aucun des deux, en aucun cas, n'arriverait au second tour. Oui, ça c'est l'un des événements de la rentrée. On a regardé tout l'été s'il n'y avait pas un détachement de Xavier Bertrand par rapport aux autres candidats. Eh bien non, regardez, 15% pour Xavier Bertrand si on regarde la liste des candidats. Valérie Pécresse est à 12%. Michel Barnier est à 11%, donc on voit bien qu'à droite, il n'y a pas d'évidence. Quatrième enseignement, le phénomène Zemmour, 6%, 7% selon les cas de figure. En tout cas, ce qui bouge, c'est là. Ce qui change pour l'instant, c'est là. Darius, c'est le tourbillon de la rentrée. Il n'a pas encore déclaré sa candidature, qu'il est testé à 7% dans le sondage IFOP. C'est un socle qui est pas mal pour un début de candidature. On va voir à qui il prend des voix, c'est ça l'essentiel. Et puis un dernier mot sur la gauche, Frédéric Dabi. On a une gauche quand même affaiblie, éclatée. Aucun candidat ou candidate ne dépasse 10%. Oui, tout à fait. C'est un morcellement très net. C'est vrai que là, on est sur une logique de troisième 21 avril qui arriverait pour la gauche. On n'est pas dans la logique de la surprise du 21 avril 2002 ou en 2017 où beaucoup de gens de gauche ont voté Emmanuel Macron en se disant c'est un homme de gauche. Là, on a quand même ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas de logique de vote utile. Car aussi bien Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou le candidat Europe Écologie des Verts sont au même niveau. Il y a quand même un enseignement favorable pour la gauche, et c'est le premier depuis très longtemps. Le total des intentions de vote envers de la gauche progresse de 3 points. Pour la première fois, il repasse au-dessus du total de la présidentielle de 2007. Maude Bréjon, divine surprise pour vous? Non, c'est pas vraiment une surprise. Enfin, moi, je le vois sur le terrain en tant qu'élu local. Je crois que les gens, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent, sont satisfaits et accueillent positivement le bilan d'Emmanuel Macron, en tout cas celui des 4 premières années de quinquennat, que ce soit sur la gestion de crise, parce que même si ça a été extrêmement difficile, les emplois ont été protégés et la santé l'a été
tant que possible, puis la vaccination se déploie, et puis ensuite on voit qu'il y a un certain nombre de caps qui malgré tout ont été tenus, je pense notamment aux baisses d'impôts par exemple, je pense à ce qu'on a fait sur l'écologie, à ce qu'on fait sur la sécurité, avec des moyens colossaux qui ont été mis, donc pas surprise de ce constat-là. On entendra la contradiction là-dessus aussi du côté droit, mais d'abord, Renaud Pilat, un mot encore là-dessus, ce phénomène Macron, c'est très rare des présidents à ce stade de leur mandat qui sont là. C'est exceptionnel. Oui, quand on regarde effectivement les situations de François Hollande, Nicolas Sarkozy ou même les prédécesseurs, à 7 mois d'une élection présidentielle, on s'approche, notamment dans certaines hypothèses, des fameuses 30%. Or, avec un paysage aussi morcelé, avant on disait maintenant le second tour c'est 21-22, c'est déjà extraordinaire. Eh bien, Emmanuel Macron arrive à dépasser ce stade. C'est effectivement une situation qui lui est très favorable. Mais Darius, attention. Nous sommes dans la présidentielle, mais les Français ne sont pas encore dans la présidentielle. Ils sont dans la rentrée scolaire, ils ont toute autre chose à penser. La campagne, vraiment, c'est janvier-février. Donc attention, bon départ pour Emmanuel Macron, mais une campagne, c'est vraiment très long. Question maintenant, que peut faire la droite face à ces sondages? On comprend qu'aucun de ces candidats, pour l'instant, n'aurait accès au second tour. Doit-elle ou non se rapprocher, par exemple, d'un Éric Zemmour, de ses idées? Un son de cloche sur notre antenne tout à l'heure, c'était Éric Ciotti. Il s'exprimait au sujet d'Éric Zemmour. Écoutez-le. Marine Le Pen n'a pas la capacité de gouverner, donc je ne voterai pas pour elle. En revanche, Éric Zemmour, qui a été condamné par la justice, vous êtes prêt à voter pour lui? Je fais une différence entre les deux. Je fais une différence. Mais en faveur d'Éric Zemmour? Bien entendu. Malgré ces condamnations, qui ne sont pas pour vous un point bloquant? C'est des condamnations qui me paraissent aller beaucoup trop loin dans la sanction qui a été portée. Alors, c'est très frappant ce qu'a dit Renaud Pilat. On n'a pas entendu le début de sa déclaration. Il dit, hypothèse, s'il y a fait un second tour, évidemment très improbable pour l'instant, mais Macron, Zemmour, je voterai Zemmour. Pour un représentant des Républicains, c'est quelque chose. C'est à droite, effectivement, un mini-événement. C'est la première fois qu'un représentant important, Éric Ciotti, plus grosse fédération LR, il dit entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, je choisis Éric Zemmour. Moi, je trouve que c'est quand même une drôle façon de démarrer une primaire à droite. Éric Zemmour n'est pas chez les Républicains, il est candidat à la primaire et il dit entre les deux, je préférais Zemmour. Moi, je trouve que compliqué la position d'Éric Ciotti. Je pense que c'est le reflet aussi d'une partie de l'attraction du peuple de droite vers Éric Zemmour. Dans cette enquête IFOP fiduciale, on voit que Éric Zemmour monte à presque 10% dans l'électorat âgé. Il arrive à capter presque 15% d'électeurs de François Fillon. Il a une popularité, un socle électoral double, assez populaire, proche des segments Marine Le Pen et également auprès de catégories importantes et qui votent plus que la moyenne du peuple de droite, personnes âgées, électeurs de Fillon. Il perce véritablement, mais il n'arrive pas à troubler un second tour possible Macron-Le Pen. Alors, un hybride, nous en avons un ici. Antoine Diers, merci d'être avec nous en plateau. Je ne sais pas si c'est une bonne qualification. Quoi qu'il en soit, vous montriez tout à l'heure votre carte des Républicains. Ouais, tout à fait. Vous êtes membre des Républicains, un jour de cotisation. Exactement. Et en même temps, vous êtes membre des Amis d'Éric Zemmour. Alors, je peux pas, c'est invérifiable de savoir si c'est si courant que ça ou non, mais est-ce que pour vous, ce rapprochement, il est à portée de main? Alors, déjà, nous, chez les soutiens d'Éric Zemmour, on veut saluer le courage d'Éric Ciotti, qui est la face émergée de l'iceberg de tous ces élus, les Républicains, qui se disent « ça va pas le faire ». On le voit, on n'arrive jamais à se qualifier au second tour. Il est urgent de trouver une solution de rechange. Ça va pas le faire pour vous, pardon, non plus. Si vous êtes à 6 à 7, vous êtes très loin quand même. Éric Zemmour n'est pas candidat. Et Éric Zemmour arrive, comme on vient de l'entendre, à toucher un certain nombre d'électorats. Il touche des électeurs, les Républicains. J'étais ce week-end à l'événement de rentrée des jeunes LR et Éric Zemmour était sur toutes les lèvres. Il touche également des abstentionnistes, on l'a entendu, qui reviennent voter parce qu'Éric Zemmour les attire, les réattire à la politique. Et il touche également des électeurs du Rassemblement national. Que dire à ceux, qui diront vous êtes un traître? Parce qu'on voit ces pourcents, ils sont précieux. S'ils étaient à Valérie Pécresse ou à Xavier Bertrand, ils auraient une chance peut-être d'accéder au second tour, de vaincre Emmanuel Macron. Alors, avec ou sans Éric Zemmour, malheureusement, malgré la qualité de nos grands élus chez les Républicains, aucune enquête d'opinion ne donne les Républicains qualifiés au second tour. Ensuite, quand je regarde Marine Le Pen, aucune enquête d'opinion ne donne Marine Le Pen en mesure de battre Emmanuel Macron. Et donc en fait, sans Éric Zemmour, ce qui se passera, c'est le remake de la dernière élection, où Macron a tout intérêt à avoir Le Pen face à lui pour être sûr d'être réélu. Nous, on fait partie de ceux qui ne veulent plus voir Emmanuel Macron au pouvoir, et nous pensons qu'Éric Zemmour est en mesure d'avoir cette base suffisamment large, à droite, pour battre Emmanuel Macron au second tour.
Maud Bréjon, est-ce qu'il vous inquiète, Éric Zemmour? Je crois qu'il y a un vrai enjeu, pour rebondir sur vos propos, de clarification au sein des Républicains. Quand j'entendais Éric Ciotti sur votre plateau dire que sur un second tour, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, il voterait sans problème pour Éric Zemmour. Quand j'entends, je crois que c'était Julien Aubert, qu'appelait Éric Zemmour à participer à la primaire, il y a là probablement des accointances qui ne sont pas assumées. Et encore une fois, je pense qu'il y a un besoin de clarification. C'est d'ailleurs assez surprenant quand on se rappelle, excusez-moi, que LR, c'est l'ancien parti de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac. À l'époque, la ligne rouge, elle était clairement avec l'extrême droite. Aujourd'hui, elle serait avec Emmanuel Macron. Je me mets à la place d'un électeur de droite ou d'un électeur sympathisant LR. Il y a quand même de quoi se poser des questions. D'autant plus qu'on voit que le Premier ministre, c'est Jean Castex, qu'avant, c'était Édouard Philippe, que Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur et que Bruno Le Maire est ministre des Finances. LR, je crois, doit clarifier sa position là-dessus. Quels sont les points de convergence avec Éric Zemmour en termes de valeurs et en termes de projets? Dans le débat politique, ce sera important. Cette poussée d'Éric Zemmour, c'est évidemment un des phénomènes de ce week-end. Il faut rappeler la parution hier de son site à la croisée des chemins, la France à la croisée des chemins. Il faut rappeler aussi cette déferlante de soutien à Éric Zemmour dans son électorat. Ce sont les jeunes Zemmouriens de génération Z qui s'affichent évidemment dans une campagne organisée, mais ils sont là avec leur nom, leur âge, etc. Antoine Diers, quand on voit tous ces profils qui s'accumulent, la génération Zemmour, qu'est-ce que c'est? Je vais vous répondre et en même temps répondre à la représentante de La République En Marche. En réalité, tous ces gens qui soutiennent Éric Zemmour, vous les qualifierez comme vous voulez, mais en réalité, c'est des Français qui veulent juste qu'enfin dans notre pays, on soit en sécurité. Que la justice soit dure avec les délinquants. Il n'y avait pas de mépris de ma part, je disais qu'il y avait besoin au sein des LR de écoutez, moi j'ai entendu le porte-parole du gouvernement parler de la France rabougrie. Donc si vous voulez, quand M. Attal dit des soutiens d'Éric Zemmour que c'est la France rabougrie, moi j'ai senti beaucoup de mépris de la part de rabougrie. Moi j'ai pas beaucoup aimé et je me sens pas rabougrie. Vous voyez, tout va bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les Français aujourd'hui, ils sentent bien que, et c'est pas que Emmanuel Macron, ça date d'avant, qu'il n'y a plus personne qui est en mesure de rétablir une sécurité dans notre pays. Les Français veulent juste des choses. La présidentielle. Les Français veulent des choses claires et fermes. Alors là, et aujourd'hui, je pense qu'ils s'intéressent à la rentrée des classes, monsieur, à leur pouvoir d'achat, à la vaccination, au pass sanitaire. Rassurez-vous, on peut faire plusieurs choses en même temps. Certainement pas à la campagne présidentielle. Au quotidien, ils disent que la barre n'est pas tenue dans notre pays. Antoine Diers. Vous disiez, alors, droite rabougrie, France rabougrie, disait Gabriel Attal. Sur ce plateau, ces derniers jours, il y a eu un défilé de points de vue sur les Zemmouristes. Il y a eu de tout, depuis droite normale, la vraie droite, la droite décomplexée, à l'autre extrême, les négatifs, les critiques qui disaient fascistes, bourgeoisie xénophobe, bourgeois bourrin. Il y a eu vraiment toute la gamme de la gauche à la droite. Comment vous vous définissez vous-même quand on dit réactionnaire, nationaliste, comment vous diriez vous-même? Identitaire, j'ai entendu plein de trucs. Alors, on cherche souvent les expressions pour faire bien peur, quoi. Si vous soutenez Éric Zemmour, c'est donc que vous êtes une espèce d'ordure, quoi. Non, en réalité, chez nous, il y a des Français de tous les horizons, de toutes les classes sociales, des infirmières, des jeunes, des chefs d'entreprise, etc., qui disent juste, on en a ras-le-bol. Et la classe politique qu'on connaît depuis des dizaines d'années ne réglera pas le problème. Éric Zemmour, lui, seul, contre tous, alors qu'il se faisait insulter, a eu le courage d'analyser les maux de notre pays. Et donc, ces Français-là croient en Éric Zemmour pour régler les problèmes. Écoutons le représentant des Républicains. On a parlé d'eux, mais on ne les a pas encore entendus directement. Gilles Platré, vice-président national du parti. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Bonsoir. Bonsoir. On a entendu Éric Ciotti. Est-ce que c'est normal pour vous qu'un Éric Ciotti dise, hypothèse Macron-Zemmour, je choisirais Zemmour? Est-ce que ça vous convient? Écoutez, le jour où quelqu'un empêchera Éric Ciotti de dire ce qu'il a envie de dire n'est pas encore arrivé. Il n'est pas rien dans le parti. Pardon? Il n'est pas rien dans votre parti. Ah ben c'est évident, c'est le président de la Commission nationale d'investiture et c'est potentiellement un candidat aussi à la primaire de la droite si elle doit avoir lieu. Je pense que j'ai entendu beaucoup de choses, on demande aux Républicains, j'entends En Marche qui demande aux Républicains de clarifier, mais de quel droit? Depuis quand En Marche a donné des injonctions aux Républicains? Mais on fera bien ce qu'on veut, on n'a pas besoin de vous. Et je pense que vous êtes tous en train de vous affoler avec quelques sondages, alors qu'on est à 8 mois de la présidentielle et qu'on est encore très très loin du compte. Donc moi j'ai envie de prendre un peu de recul. Je vais regarder évidemment le sondage qui est sorti, je regarderai ceux qui sortiront demain, mais la vérité c'est qu'il faut un peu de sérénité. Ces débats aujourd'hui, on va être très clair, n'intéressent que nous. Les Français en sont très très loin et il va se passer encore beaucoup de choses d'ici la présidentielle. Gilles Platré, il n'y a pas que Zemmour dans la vie, mais quand même,
politiquement, c'est très intéressant. On se rappelle un Jacques Chirac qui était très ferme au sujet de Jean-Marie Le Pen. Pas d'alliance, pas de contact, pas de débat avec lui, pas de débat du tout, même quand il était face à lui au second tour à la présidentielle. Quand on entend Éric Ciotti aujourd'hui, on se dit décidément que votre parti a beaucoup changé. La vérité, c'est que nous avons un agenda. Et même avec tout le respect et l'amitié qui est réelle pour Éric Ciotti, ce n'est pas la déclaration d'Éric Ciotti ce matin qui fixe l'agenda des Républicains, il le connaît comme nous. Nous avons un rendez-vous important qui est le rendez-vous du 25 septembre, c'est un congrès qui dira d'ailleurs comment nous envisageons les choses. Donc à ce moment-là, les Républicains prendront des positions. Moi, je vois un parti qui fonctionne, n'en déplaise à ceux qui voudraient dire le contraire, avec pratiquement 2000 jeunes réunis ce week-end. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le représentant d'Éric Zemmour sur votre plateau était sur place, et d'ailleurs, je l'y ai vu. Donc, ça veut dire que nous attirons. C'est loin d'un parti qui serait has-been et qui ne compterait pas dans l'électorat et dans le pays. Donc, nous continuerons notre route sans nous laisser impressionner par les uns et par les autres, parce que notre chemin, nous avons à le tracer tout seul, sans les injonctions et sans les séductions des autres. Gilles Piatret, merci beaucoup d'avoir réagi en direct. Beaucoup de choses se passeront chez vous. Un mot là-dessus, Frédéric Dabi, c'est vous qui allez faire le grand sondage de départage commande du Parti Les Républicains. Ouais. Ça paye bien, c'est un bon mandat. C'est une intéressante parce qu'elle est tout à fait inédite, notamment interroger 15 000 personnes. Comment ça se fait, pardon? C'est par Internet? C'est par Internet, c'est en ligne à partir de panel. Ce sondage est en cours, il a commencé le 31 août. Ce n'est pas un sondage, attention, qui va dire quel sera le candidat. Ce n'est pas la vocation et ce serait absolument tragique que les sondages se substituent aux Français. De fait, pardon, ce sera quand même une sorte de pré-primaire, non? Non, dans le sens où il n'y aura pas d'intention de vote, il n'y aura pas de potentiel électoral, mais il y aura des questions simples de popularité et de traits d'image associés aux différents candidats à partir de ce qui est dans l'imaginaire des Français, la panoplie présidentielle, la stature internationale, la capacité à rassembler la droite et de battre et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Votre sondage fait événement, on y revient largement après 22 heures avec Anne Seften sur ce plateau. Mais d'abord, cet autre événement, la révélation faite sur LCI par François Molins, entretient tout à l'heure des milliers de plaintes Covid arrivent à la justice. On se rappelle l'énorme scandale lors des perquisitions contre Olivier Véran ou Édouard Philippe. Écoutez François Molins. C'est un phénomène qui est nouveau, je pense qu'il est certainement dû au développement des modes de communication et d'Internet, qui affecte la Cour de justice de la République. Effectivement, il y a des milliers de plaintes qui arrivent. Des milliers? Oui, des milliers. Tout ça, c'est un problème de fond. La Cour de justice de la République, en réalité, elle fait la fonction pour laquelle elle a été créée, qui est celle de poursuivre des infractions reprochées à des ministres dans l'exercice de leurs fonctions, même si c'était dans le cadre d'une action politique. Renaud Pilat, c'est un des événements qu'on développera ce soir après 22 heures. Énorme enjeu, on se rappelle l'affaire du sang contaminé. Pour les politiques, c'est une peur profonde. Oui, c'est une peur profonde. On sait que l'affaire du sang contaminé dans les années 90 a coûté extrêmement cher à Laurent Fabius. Ça a été une meurtrissure pour lui, alors qu'il a été relaxé, tout comme Georgina Dufoy. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un point, c'est la commission des requêtes qui regarde les plaintes pour crimes et délits. Il faut qu'il y ait une intentionnalité et après, on voit si la Cour de justice s'en empare. Mais évidemment, ce que dit ce soir François Molins est extrêmement important. Des milliers de plaintes, et je peux vous dire que cette judiciarisation de la vie politique dans les ministères, au plus haut sommet de l'exécutif, eh bien, on la craint et ça peut relancer le fameux débat police-justice politique. Est-ce que les juges vont trop loin? Est-ce qu'ils entravent l'action politique? C'est un débat qu'on va avoir notamment ce soir. Et quelles actions seront menées contre les ministres actuellement en place? Débat effectivement après 22 heures. Mais d'abord, LCI vous propose ce soir, on va retrouver précisément François Molins, de faire mémoire des attentats de novembre 2015. C'est le procès historique qui s'ouvre la semaine prochaine. A tout de suite, la parole à François Molins. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. Je t'ai pas raconté, hier j'étais au parc et j'entends un père et son fils. Et le père dit, aujourd'hui les banques elles font quoi pour aider les jeunes? Et le fils répond, tu sais papa, au Crédit Mutuel ils font vraiment des choses pour leur pouvoir d'achat, leur santé, ils se portent caution pour leur appart et ils proposent même une aide pour le permis. Et là le père réplique, ta banque c'est une auto-école maintenant. Même le chien lui dit, écoute-le Hervé. Et du coup voilà. Voilà quoi? Bah qu'est-ce que tu crois? J'ai changé de banque. Et le chien il a vraiment parlé le chien?
Au Crédit Mutuel, nous donnons chaque jour aux jeunes le pouvoir d'avancer. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Nouveau Lexus UX 100% électrique, à partir de 359 € par mois, entretien inclus. Le meilleur couscous de Paname. Attends. C'est ça le meilleur burger, tu te balais toi? Je vois du tofu dans du pain moi. Goûte-le, on en reparle. J'ai pas le temps moi, j'ai la meilleure pizza du monde à livrer. Pizza hawaïenne. Ananas? Il est pas sérieux? Oui ou pas? L'ananas, Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'ananas ici? Ah, y a pas de problème. Tu connais Guillaume? Non. Mais je connais Michel. La piste frère. Mais non, Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que raconte? Uber Eats, parlons bouffe. Help me decide whether to climb a hill or shoot for the moon. Découvrez les îles Grenadines en catamaran Catlante et réservez votre croisière dès maintenant sur catlante.com. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. 100% SUV compact, 100% hybride. Nouvelle Toyota Yaris Cross Made in France. Hello Hybride Happiness. Schmitt conçoit des cuisines pour vous, vos sushis et vos amis. Mais aussi des salons, des meubles et des ranges biberons. Des dressings sur mesure avec de la déco d'aujourd'hui. Des projets pour demain. Et du rock d'hier. Schmitt conçoit des intérieurs où il fait bon vivre. Home Schmitt Home. On peut pas se le permettre. Bonjour, monsieur. On peut pas se le permettre. On peut pas se le permettre. Ce week-end de belle... Il faut le forcer à faire des travaux. On peut pas se le permettre. Parce que ne pas avoir les moyens de se défendre peut devenir insupportable, la justice évolue en simplifiant la prise en charge de vos frais d'avocat par l'aide juridictionnelle. La justice de proximité, avec vous au quotidien. Certains se font une idée particulière des véhicules hybrides. Ils s'imaginent tout et n'importe quoi. Et pourtant, il y a déjà plus de 18 millions de conducteurs d'hybrides Toyota à travers le monde. Hello Hybride Happiness. Pendant les Happy Hybrid Days, repartez dès maintenant avec votre Toyota Corolla hybride à partir de 199 € par mois, entretien inclus. Découvrez le Kia Niro, le crossover dynamique taillé pour toutes vos aventures. Niro hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique. Le meilleur de la technologie et une autonomie électrique allant jusqu'à 455 km. Profitez d'une offre exceptionnelle sur le Kia Niro 100% électrique. À partir de 97 € par mois, entretien inclus sur de nombreux véhicules disponibles immédiatement. Garantissez en Kia, preuve de qualité. Kia. Movement that inspires. Je t'ai pas raconté, hier j'étais au parc et j'entends un père et son fils. Et le père dit, aujourd'hui les banques elles font quoi pour aider les jeunes? Et le fils répond, tu sais papa, au Crédit Mutuel ils font vraiment des choses pour leur pouvoir d'achat, leur santé, ils se portent caution pour leur appart et ils proposent même une aide pour le permis. Et là le père réplique, ta banque c'est une auto-école maintenant. Même le chien lui dit, écoute-le Hervé. Et du coup voilà. Voilà quoi? Bah qu'est-ce que tu crois? J'ai changé de banque. Et le chien il a vraiment parlé le chien? Au Crédit Mutuel, nous donnons chaque jour aux jeunes le pouvoir d'avancer. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Laissez la pluie à l'extérieur. Technitoit pour un toit en bonne santé.
Rendez-vous sur technitoi.com. Hey yo, I need my thing crispy. I wouldn't treat me. I got you in front of me, it's getting risky. I like my meal size, double XL, you know. Crispy, crispy, yeah. Pour notre bien-être, on peut faire de gros efforts. Ou un plus petit. En fait, il faut apprendre à bien se connaître pour se sentir mieux. Galaxy Watch 4 Series, la montre qui vous connaît le mieux. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Comme battre Mike Tyson. Oui, Mike Tyson. Vous allez prouver au monde entier que si l'impossible s'est produit une fois, il peut se produire une deuxième. Ah non, ça c'est pas possible. Mais recommander sa banque, si. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Votre programme avec Le Bon Coin Emploi, votre partenaire pour recruter le bon candidat près de votre entreprise. Trouvez le bon candidat sur Le Bon Coin. François Molins, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des personnages centraux de cette rentrée. Ce sera le procès historique du Bataclan, les attentats de 2015. C'est aussi le débat sur le rôle de la justice, son rapport avec la société, avec les politiques. Ce procès d'abord historique, le mot n'est pas galvaudé, 130 morts, dispositif exceptionnel. Combien de personnes seront dans les salles ? Mais le dispositif qui a été construit est tout à fait exceptionnel, puisque à côté d'un dispositif Internet qui va pouvoir permettre aux victimes de suivre les débats par des codes Internet, vous avez une grande salle qui a été construite qui peut contenir plus de 500 personnes, et autour d'elle un dispositif satellitaire avec un ensemble de salles dans lesquelles pourront aussi prendre place d'autres personnes. Donc c'est effectivement un dispositif assez unique et qui présente l'avantage de permettre le déroulement du procès dans un lieu de justice, ce qui, en termes de force symbolique, est quand même important. Ça restera, et ça reste déjà par le souvenir, c'est cette nuit d'horreur de novembre 2015. Nous l'avons tous vécu à la télévision, à la radio. Vous l'avez vraiment vécu au cœur. Vous avez vu les morts, ces 130 morts, vous les avez vus. Qu'est-ce qu'on leur doit ? Je crois qu'on leur doit plusieurs choses. D'abord, la vérité. C'est tout le sens de l'enquête et de l'instruction judiciaire qui a été menée. Ce procès, il doit avoir pour objet et pour effet de permettre la manifestation de la vérité, de comprendre à tout un chacun, et au premier chef aux victimes, de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et c'est important parce que ce premier effet, ce premier objectif en entraîne un second, c'est que ce faisant, on doit aussi permettre, d'une part, aux victimes de parfaire et de faciliter leur travail de reconstruction et de résilience. Et puis, je dirais, il y a peut-être un troisième effet, un troisième objectif, qui est un devoir de mémoire, qui est peut-être plus sur la nation, qui doit permettre d'inscrire véritablement cette tuerie de masse dans la mémoire de la nation, en expliquant aussi ce qui fait notre différence à nous par rapport aux terroristes qui ont commis ces horreurs, notre dignité, notre humanité. Ces terroristes seront là. C'est une grande différence avec le procès de Charlie Hebdo. Il y a beaucoup de survivants et des gens qui ont joué un rôle important. Oui, dans ce procès, il faut savoir que l'ensemble du réseau terroriste qui a commis les attentats de Paris et de Bruxelles-Zaventem, c'est 32 ou 33 personnes de mémoire. Les auteurs des commandos qui ont tiré ne sont plus là, mais on a aujourd'hui une ordonnance un arrêt de mise en accusation qui concerne 20 accusés, dont 14 seront présents. Dont Salah Abdeslam, emblématique. Avec des gens qui ont pris, en tout cas c'est ceux dont on les accuse, qui ont eu un rôle absolument majeur dans l'organisation, la préparation et voire la commission de tous ces attentats. Le visage de Salah Abdeslam, c'est le mystère de l'atrocité de ces gens qui sont allés si loin dans la haine. Son cas est particulier, sa ceinture d'explosifs n'aurait pas sauté, mais ça encore c'est ouvert, c'est ça ? Ça, les débats le diront. Est-ce que
Est-ce qu'il a renoncé ou est-ce qu'au contraire, il a essayé de se faire sauter, mais que le dispositif n'a pas fonctionné? Ça, c'est les débats qu'ils diront avec un certain nombre d'éléments, effectivement, qui, pour l'accusation, si j'ai bien compris, permettent plutôt de pencher sur la deuxième thèse. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus polariser sur Salah Abdeslam. Il y a d'autres visages qui posent les mêmes problèmes de fond. Il y a des visages de gens à qui on reproche aussi des rôles très importants. Et c'est tout, effectivement, l'intérêt de ce procès. C'est celui de regrouper des gens qui ne sont pas des seconds couteaux et qui ont pris une part importante dans ce réseau terroriste. Quelle peine pour un tel homme? Quelle peine, selon vous, aurait la force symbolique, la force réelle et symbolique nécessaire? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Ça va être effectivement au juge de la cour d'assises spéciale. Mais on se doute bien que pour certains d'entre eux, la question de peine très importante va se poser, mais encore une fois, ça sera à la cour d'assises spéciale de répondre à cette question en fonction des réquisitoires de l'accusation et des plaidoiries des différentes parties. Pas de repentir, c'est très frappant, hein, en général, chez ces gens, et Salah Abdeslam. Il n'y a jamais eu de repentir. C'est ce qu'on a dit souvent à propos de ces djihadistes, c'est qu'on n'est pas face à du repentir, on est plutôt souvent face à des regrets, mais le repentir est plutôt absent, effectivement. Aujourd'hui, l'actualité rattrape l'événement de manière extrêmement spectaculaire, c'est l'Afghanistan, ces infiltrations supposées de djihadistes parmi des réfugiés. Alors, c'est très minoritaire, c'est quelques cas isolés par rapport à la masse des réfugiés, mais est-ce que le danger est réel? On ne peut pas, de toute façon, je pense, prendre le risque de l'ignorer. Effectivement, quand on se souvient que parmi les personnes renvoyées qui ont... devant la cour d'assises et qui ont pris part aux attentats du 13 novembre, il y en a au moins 4 qui figuraient dans un groupe de 200 migrants syriens 2015. Qui étaient rentrés sur l'île de Léros le 3 octobre, pour être précis, si ma mémoire est bonne. On ne peut pas ignorer ce risque-là. Donc je pense effectivement qu'il a la responsabilité de tout le monde de prendre les précautions nécessaires. Symboliquement, 20 ans après le 11 septembre, à l'heure qu'il y a ce grand procès, le fait que le djihadisme retrouve un foyer si important dans un grand pays, ça a quelque chose de vertigineux? Ça peut avoir c'est vertigineux parce que ça s'interroge effectivement sur l'utilité de certaines politiques qui ont été menées. Où finalement, est-ce qu'on ne revient pas au départ, après pourtant beaucoup d'argent, beaucoup de morts? Vous voulez dire les Américains, la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, tout ça pour ça? Des Français, tout ça pour ça. Les morts français en tout cas. Des morts. Et puis, ça interroge aussi sur l'impact que le retour des talibans peut avoir sur certains esprits à qui ça pourrait inspirer des actions éminemment nocives. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec terrible? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a tout essayé et la puissance de ce djihadisme, de l'islamisme fanatique est là dans le monde entier? Peut-être pas dans le monde entier, mais ça renvoie au fait qu'effectivement, comme disait récemment un chef d'un service de renseignement, la bête n'est pas morte. Et on sait très bien qu'il y a des foyers qui sont très actifs aujourd'hui au Sahel, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, au Congo, au Mozambique, et en Afghanistan, effectivement, où vous avez le retour des talibans, qui a été aussi un foyer important d'Al-Qaïda, et dans lequel, il ne faut pas l'oublier, il y a une province, la province du Khorasan de l'État islamique, qui était installée en Afghanistan, et qui, même si elle a un peu perdu la guerre ces derniers temps sur le plan territorial avec les talibans, a quand même gardé des cellules dormantes, et qui a pu être à l'origine de nombreux attentats ces derniers temps. Si on revient au procès, le grand procès du Bataclan, des attentats de 2015, il faut dire à quel point vous êtes non pas seulement un observateur a posteriori, vous n'êtes pas le procureur de bureau, vous étiez sur place, vous étiez en première ligne tout de suite. Il y a des scènes incroyables, vous arrivez sur place alors qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Vous demandez aux gens, vous faites votre propre première enquête, vous allez, je crois que c'est au Carillon, et vous demandez à une dame, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui se passe? Oui, moi j'ai été avisé de tout ça par un premier coup de téléphone d'un responsable de la police parisienne vers 21h25, je pense, 20-25, qui m'a avisé du premier attentat Stade de France avec un mort. J'ai essayé de vérifier l'information. Vous demandez à votre femme d'allumer la télévision? Je demande à mon épouse d'allumer la télé que j'avais éteinte parce que j'étais fatigué, j'allais me coucher. Et 10 minutes après, je vois apparaître sur une chaîne d'info continue les bandeaux sur les fusillades dans les terrasses. Donc j'ai compris tout de suite que
Comme on a dit, on y était. Ce qu'on redoutait était en train de se produire. Et vous allez sur place. Et de là, j'ai deux possibilités. Soit je reste chez moi et j'attends que l'information vienne. Je pense que j'aurais peut-être attendu longtemps. Soit, au contraire, je vais au-devant de l'information pour en savoir plus, ce qui, effectivement, me permet de mieux anticiper et de prendre plus vite les meilleures décisions. Donc c'est comme ça, effectivement, que je suis arrivé sur les terrasses de la Bonne Bière puis du Carillon. Il y a cette scène incroyable, pardon, je vous coupe, mais où il y a un policier qui a son gilet pare-balles, il prend son gilet et il vous le met à vous. Oui, tout à fait. Ça, c'était devant la Bonne Bière, parce que effectivement, je ne m'étais pas posé la question du risque, moi. Et puis encore une fois, c'était à refaire, j'aurais refait pareil. Je pense que j'ai bien fait d'y aller. Ça a permis plus de réactivité, de rapidité dans la décision qui a été prise. Et ça nous a permis de ne pas prendre de retard dans la mise en œuvre de nos dispositifs. Donc pour ça, je pense que j'avais bien fait. C'est l'occasion de dire le courage des policiers, 2 en particulier, les premiers, le policier de la BAC, le commissaire et son chauffeur, qui entrent dans la salle du Bataclan avec des petites armes face à des gens automatiques. Et qui a vraiment un rôle décisif, parce qu'il tire, il tue le terroriste sur la scène. Et est-ce qu'il est vrai que la bande-son montre que dès lors, les assassinats diminuent ? On voit effectivement qu'il y a 2 temps, effectivement, et que l'intervention du commissaire de la BAC et de son chauffeur permettent, on va dire, de stabiliser un peu la situation. On voit qu'il y a moins de tirs après, moins d'exécutions, il y a en tout cas beaucoup moins de tirs utilisés, et ça permet effectivement de figer la situation avec effectivement les 2 terroristes avec leurs otages. L'action d'un homme, d'un seul homme. Qui sont allés se réfugier à l'étage. Donc effectivement, ça a été un élément très important qui, je pense, a économisé beaucoup de vies. Ça veut dire qu'il y a une bande-son aussi. Comment est-ce qu'elle a été enregistrée ? Une bande-son de tout l'événement ? Je pense qu'il y avait une bande-son qui devait être là pour l'enregistrement et qui, en réalité, retrace tout ce qui s'est passé depuis l'arrêt du concert, l'arrivée des terroristes, les menaces, les coups de feu en rafale ou par à-coups, l'intervention du commissaire, jusqu'à l'assaut, effectivement, qui est donné par la BRI, le RAID. Dans cet assaut, vous jouez un rôle très important. Il y a ce moment où les terroristes se sont mis dans une petite salle au fond d'un couloir avec les otages et il faut décider quand est-ce qu'on donne l'assaut. Alors c'est le préfet de police qui prend la décision, mais avec vous. Comment on prend une telle décision ? Mais dans ce cas-là, vous avez toujours une double dimension. Il faut rétablir l'ordre public, mais il y a aussi un crime qui est en train de se commettre. Donc la décision incombe, effectivement, vous l'avez dit, à juste titre, au préfet de police. C'était Michel Cadot, à côté de qui j'étais. Et effectivement, je crois que vers minuit, le chef de la BRI et le directeur de la PJ sont venus nous voir en nous disant il ne faut pas tarder, ils sont très énervés, la vie des otages commence véritablement à être en danger, il faut faire quelque chose rapidement, donc on vous propose de donner l'assaut. Le poids est énorme, là, donc, le poids de responsabilité. On s'est concerté, on a été très vite du même avis. Là, très vite, vous comprenez que, parce qu'il y a une négociation, mais qui est un peu compliquée, ils utilisent le téléphone des otages, ça ne marche pas vraiment, en réalité, ils veulent mourir. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils veulent mourir. Et c'est quelque chose qu'on a bien intégré depuis l'affaire Mera, ça. Les djihadistes dans la commission d'attentat ne sont pas des gens qui viennent pour négocier, mais au contraire pour tuer des policiers et pour mourir. Est-ce que ça n'est pas devenu une doctrine non dite de la police ? Évidemment, légitime défense, mais aussi, on l'a vu dans l'affaire Paty, on l'a vu quand les terroristes sortent de l'église après avoir assassiné le père Hamel. En réalité, ça ne sert à rien de négocier, il faut les tuer. Non, mais parce que vous avez toujours dans ces cas-là, chaque fois qu'il y a une part pour la négociation, on essaie de négocier. Simplement, l'expérience, j'allais dire, nous a appris certaines choses, et puis on comprend bien, effectivement, si la négociation a des chances d'aboutir ou pas. Quand vous vous trouvez face à des gens, de toute façon, qui vous donnent l'assaut, comme ça s'est produit sur Mera ou dans d'autres cas, je pense que les unités spécialisées n'ont pas le choix. On va juger des hommes, mais la force d'attraction de ces djihadistes, est-ce qu'elle n'est pas intacte ? C'est-à-dire, il y a des candidats, toujours d'autres candidats. L'affaire Paty, est-ce qu'il n'y a pas une terrible, même presque banalisation ? Les mois ont passé, ça paraît tellement inouï ce qui s'est passé dans nos générations. On nous aurait dit que dans un collège, il y a quelqu'un qui va venir décapiter un professeur, qu'ensuite il y aura des minutes de silence, que des élèves refuseront les minutes de silence. Il y a 30 ans, on aurait dit c'est pas possible. Enfin, ça a lieu et on s'y est un peu habitué. Je ne pense pas qu'on s'habitue à ce genre de choses. Je ne pense pas qu'il y ait non plus de la banalisation. Je pense que simplement on est confronté à un courant qui pose véritablement problème, qu'est le salafisme, qui effectivement a une part majeure derrière tout ça, et qu'on est confronté effectivement à des gens qui... C'est d'ailleurs un peu le contour de la menace aujourd'hui. Daesh a certainement moins les moyens de projeter des terroristes de zones extérieures. On est davantage confronté à
effectivement cette forme de terrorisme inspiré, ou à ce que d'aucuns appellent, je crois que c'est l'expression de Gilles Kepel, du djihadisme d'atmosphère. Hein. Vous avez une idéologie qui désigne la France et les Français comme des ennemis de l'islam, et qui peut effectivement influer des individus qui sont assez malléables et perméables à ce genre d'idéologie. Vous êtes tellement loin de ça. On fera votre portrait tout à l'heure, modéré dans l'âme, sceptique, procureur très catholique, mais très modéré. Est-ce qu'il y a une part d'incompréhension totale? Ces gens ne viennent pas de Mars. Attentat du 11 septembre aussi, des gens qui avaient fait souvent de bonnes études. Ouais. Là, des cas en Belgique, de gens qui ont grandi dans un milieu normal, qui sont devenus si anormaux. C'est effectivement toujours la grande question que je me suis posée, moi, à laquelle je ne suis pas sûr d'avoir toujours trouvé des éléments, et qui renvoie effectivement au problème de fond qui est derrière tout ça. Comment est-ce qu'on peut en venir à commettre de telles horreurs alors que finalement on a grandi dans ce pays, qu'on a été élevé dans ce pays, qui parfois vous a accueilli, et qu'est-ce qui peut pousser effectivement des jeunes à une telle rupture et à vouloir effectivement basculer dans des idéologies aussi mortifères? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit Xavier Bertrand qui dit « interdisons le salafisme » par exemple? Est-ce que ça peut marcher? Je ne sais pas si on peut interdire un courant d'opinion ou une religion. Ça me paraît un peu compliqué. Par contre, effectivement, on peut faire en sorte de corriger certains effets négatifs. Faut peut-être aussi se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider la communauté musulmane qui n'est pas comme ça, pour mieux contenir et mieux lutter contre ces débordements. Est-ce qu'il y a une autre politique qui est possible, année électorale, année présidentielle, chacun viendra avec ses projets. Est-ce qu'il y a une autre politique possible? Je pense qu'il y a des remèdes de fond qui renvoie effectivement à des choses très profondes dans l'organisation de la société française et qui, je pense, transcendent largement les périodes et les enjeux de telle ou telle élection. Et puis après, il y a tout un travail qui peut être fait, alors là, non pas pour combattre le problème au fond, mais pour essayer de mieux lutter contre les manifestations de ce terrorisme djihadiste, hein, qui est effectivement le travail entre la justice et les services de renseignement, le renforcement de l'arsenal législatif, mais qui là aussi peut poser des problèmes, hein, parce qu'on voit bien en France, on a eu de plus en plus de lois qui nous ont donné un arsenal qui est aujourd'hui hyper efficace, hein, une loi sur le renseignement qui est très efficace aussi, un chef de filat des GSI qui est très important, mais on voit bien aussi que tout ça commence à générer de plus en plus des tensions très fortes entre la sécurité et la liberté. Et on commence à, effectivement... Plus de surveillance policière, plus de suivi, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est utile? Je pense que, moi j'aurais tendance à dire, mais là encore j'ai quitté ces affaires-là depuis 2 ans et demi, que je pense qu'il est important de prioriser. Et faut peut-être voir ce signe de priorisation dans le fait que, si j'ai bien compris, il y a beaucoup moins de fichiers S aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Je pense effectivement que les services de renseignement ne peuvent pas suivre tout le monde. On a trié, vous voulez dire? Donc je pense qu'effectivement, l'important, c'est de prioriser et de effectivement s'attacher à mieux surveiller les gens qui présentent un réel danger. Mais encore faut-il les détecter. Est-ce qu'il n'y a pas une vitalité de l'islamisme ultra-conservateur, ultra-dur, qui est un phénomène mondial qui nous dépasse? Afghanistan, aujourd'hui, bien sûr les talibans, mais il y a aussi une portion de l'opinion afghane. Oui. Et c'est vrai dans tellement d'autres pays installés. Oui. Il y a effectivement des événements qui signent effectivement la montée en gamme de tout ça, hein, avec effectivement, on voit bien aussi en Afrique par exemple, hein, l'essor dans certaines régions de ces courants extrémistes, hein, dans des régions dans lesquelles elles étaient plutôt absentes. Donc c'est sûr qu'il y a une forme de durcissement de ce point de vue-là. Je dirais oui sans hésitation. La tentation, le lâche abandon, le côté un peu munichois, attention toujours aux comparaisons, mais ceux qui disent au Mali, laissons tomber, Afghanistan, laissons tomber tous ces fronts-là, vous les entendez? Moi, je pense qu'il faut vraiment traiter les problèmes et que quand on refuse de les traiter, ils finissent toujours un beau jour par vous revenir dans la figure. Ouais. Vous en faites l'expérience réelle avec ce qu'on appelle les revenants, avec ce qu'on appelle... Oui. Donc je pense qu'on est obligé de traiter ce problème et que c'est, pour moi, ça relève de l'évidence. Est-ce que vous vous sentez combattant? Il faut aller vous voir au palais de justice. Là, vous êtes vraiment au cœur de la vieille démocratie française. On est très loin là. Merci d'abord, vous êtes un des premiers invités dans ce studio. Votre univers naturel, c'est les vieux livres du XVIIe siècle, les portraits des grands magistrats du XVIIe siècle et d'avant. Est-ce que vous vous sentez
le rempart d'un monde ? Oui et non. Je dirais ça dépend. Si c'est par rapport à... Si vous voulez me faire dire qu'on est l'héritage des parlements, certainement pas. Hein. On n'est pas là on en parlera, il y a quand même quelque chose de ça. On n'est pas là pour... Enfin, le juge n'est pas là pour s'opposer au pouvoir. Le juge est là pour appliquer la loi, qui est votée par la représentation nationale. Mais effectivement, après, le juge, c'est aussi un rempart contre l'arbitraire, c'est un gardien des libertés, et il a toute sa place dans un monde, dans une démocratie qui est régie par la séparation des pouvoirs. Ce qui se jouera là, pendant l'attentat du Bataclan, est-ce que c'est, sans employer de grands mots, la défense de la civilisation, la défense de la démocratie ? Oui, je pense. Et c'est aussi un défi important pour la justice, surtout dans l'époque qu'on connaît, de sa capacité à montrer qu'elle est capable de fonctionner dans des conditions exceptionnelles, hors normes, comme dans ce procès, de faire en sorte que la justice soit rendue normalement. Vous incarnez la justice dans ce qu'elle a de plus idéal, valeurs universelles, démocratie, etc., mais aussi les rapports de force. Vous y êtes venu de vous-même. Alors, il n'est pas lieu ici de faire le détail de vos oppositions avec Éric Dupond-Moretti, le ministre, mais sur les principes même. D'abord, ce combat pour l'indépendance de la justice. Est-ce qu'il y a là un moment nouveau ? Est-ce que la justice est déjà beaucoup plus indépendante qu'elle ne l'était ? Écoutez, on vit dans une démocratie où il y a une constitution qui est régie par la hiérarchie des normes et la séparation des pouvoirs. Et effectivement, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et il y a un pouvoir judiciaire, même si la Constitution ne le qualifie que d'autorité. Vous avez mentionné 3 fois le mot pouvoir. Oui. C'est pas indifférent. Le président de la République, Emmanuel Macron, a eu ce mot. Il a dit... il a marqué une différence pour la justice en disant c'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais il a tout à fait raison. Mais non, c'est pas ce que vous pensez, François Molins. Faites semblant. Mais je vais vous dire, dans la Constitution, effectivement, la Constitution de la Ve République la qualifie d'autorité. En réalité, le mot de pouvoir constitutionnel, de pouvoir judiciaire a été exclu parce que dans l'esprit des parlementaires de l'époque, le pouvoir judiciaire, c'était le contrôle de la constitutionnalité. Et il n'était pas question de le donner. Je ne trahis jamais un off, mais... Voilà, je sais très bien ce que vous pensez. Quand le président de la République a dit ça, ça vous a fait mal. En France, je pense qu'on peut dire que tous les magistrats et les professeurs de droit vous le diront, la justice est un pouvoir constitutionnel impartial. Un pouvoir et pas une autorité. C'est-à-dire vraiment un pouvoir comme les deux autres, à égalité. Et c'est pour ça que la Constitution fait des magistrats aujourd'hui, depuis 1958, les gardiens des libertés. Voilà, vous avez l'œil qui frise parce que voilà, d'habitude c'est vous qui menez les interrogatoires, donc je ne le ferai pas aussi bien que vous, mais ça vous a fait mal quand Emmanuel Macron a dit ça ? Non, président de la République. C'était une manière objectivement de dire que vous, la justice, vous êtes le 2e magistrat de France, vous, la justice, vous êtes un peu en dessous, quoi. Encore une fois, on est un peu, la justice est un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, et la justice est régie par... une loi organique et un statut spécial qui ne la place pas sous les ordres de l'exécutif. Dans ce rapport de force entre les politiques et la justice, il y a un exemple très concret et très important, ce sont les plaintes concernant le Covid. Oui. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a tant de plaintes de citoyens contre notamment des ministres ? Mais c'est un phénomène qui est nouveau, je pense, qui est certainement dû au développement des modes de communication et d'Internet, qui affecte la Cour de justice de la République. Effectivement, il y a des milliers de plaintes qui arrivent. Des milliers ? Oui, des milliers. Mais combien recevables sur une... Ça, c'est la commission des requêtes qui l'appréciera. Mais surtout, le même phénomène existe au niveau du pôle de santé publique de Paris. Si vous demandez... si vous posez la question à mon collègue Rémi Hetz au parquet de Paris, je pense qu'il vous dira la même chose. Donc c'est un phénomène qui concerne la problématique dans son ensemble, volet droit commun ou volet ministériel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'excès de la part de la justice quand on se souvient ces perquisitions chez les ministres en pleine crise sanitaire de parasitage? Mais si vous voulez, là-dessus, j'allais dire, tout ça c'est un problème de fond. La Cour de justice de la République, en réalité, elle fait la fonction pour laquelle elle a été créée, qui est celle de poursuivre des infractions reprochées à des ministres dans l'exercice de leurs fonctions, même si c'était dans le cadre d'une action politique. On sait qu'il y a un certain nombre de projets de réforme qui concernent la CJR. Je pense que s'il y a un problème là-dessus, je pense qu'il faut que le modèle évolue. Il y a un certain nombre de défauts structurels qui affectent aujourd'hui cette procédure. C'est à la volonté nationale à s'en saisir. Il y a une partie de l'opinion, pas tout le monde, une partie de l'opinion qui estime que les juges
ont été pris d'excès, d'hubris, de mégalomanie. Le fait, par exemple, d'écouter des avocats dans leurs discussions avec des clients, d'écouter un ancien président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, en allant à la pêche, non pas seulement à une infraction précise, mais à tout ce qu'on peut trouver. Certains disaient méthode de barbouze. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Écoutez, moi je réponds que je ne vais pas donner de leçons à des collègues qui ont fait leur travail en conscience et comme ils l'estimaient. Ces choses ont été faites en fonction de la législation. Ça a été confirmé au plus haut degré par des décisions de la Cour de cassation. Pour autant, le problème de fond se pose. Moi, je fais partie de ceux qui, tout de suite, ont dit qu'il était peut-être sain à l'avenir. Et le projet de loi sur la confiance déposé par M. Dupond-Moretti en a tiré les conséquences et le porte. J'ai fait partie de ceux qui ont dit effectivement qu'il était effectivement mieux de soumettre effectivement l'examen des fadettes dans ces conditions-là à l'autorisation d'un juge et non plus seulement d'un procureur dans le cadre d'une enquête. L'âge de guerre est enterré ou bien ça continue entre les politiques et les juges ? Je pense qu'il y a un vrai problème de confiance, mais qui n'est pas qu'entre les politiques et les juges. Il y a longtemps, on pourrait remonter jusqu'aux premières affaires de financement politique. Ça a toujours été un réflexe naturel chez les politiques dès lors qu'ils sont inquiétés que de vouloir s'en prendre à la personnalité de ceux qui les accusent. Si je me fais vraiment l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de... François Mitterrand, il avait des affaires, il ne serait pas devenu président si on appliquait certaines... Jacques Chirac, les valises de billets, etc. Est-ce que c'était si grave ? Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de puritanisme judiciaire aujourd'hui qui risque de tuer la politique ? Mais écoutez, on ne vit pas dans le même monde déjà, et il faut quand même rappeler, même si tout ce que vous dites est vrai, il y a aujourd'hui dans la législation française et dans la société française des exigences de transparence et de moralité de la vie publique qui n'étaient peut-être pas aussi présentes et formalisées il y a 30 ans. Donc c'est difficile de comparer. Mais aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on vit dans un monde dans lequel il y a une soif de transparence, de justice et de moralité dans la vie publique qui conduit à certaines exigences. Donc effectivement, les rapports sont compliqués, mais ils le sont aussi avec les citoyens. Donc tout ça renvoie à la confiance. Vous parliez grande histoire, la révolte des parlements contre l'ancien régime, l'affront de Mazarin qui se fait bousculer par Mathieu Mollet. Vous étiez le Mathieu Mollet de l'époque, enfin le contraire. Non, surtout. Si. Voilà, finissons là-dessus. Est-ce qu'il faut savoir retenir ses propres... se garder, disons, de l'excès de pouvoir quand on est juge, c'est un pouvoir énorme, juge, procureur. Bien sûr, bien sûr. Le juge, il est là pour appliquer la loi. Retenir la plume, vous disiez, c'est Bruno Frappa. Alors, dans le journalisme en l'occurrence, mais vous disiez savoir faire, aller pas au bout de son pouvoir. Et la loi vous oblige à enquêter, à charger à décharge. Certains l'oublient chez les juges aujourd'hui. Écoutez, je ne vais pas me prononcer là-dessus. On ne vit pas dans un monde parfait. Et il peut y avoir des dysfonctionnements dans la justice comme dans toutes les institutions. Personne n'est à l'abri de ces choses-là. Mais je pense que c'est une exigence constante. La hiérarchie des normes et le respect de la loi. Je veux dire, c'est l'office absolu du juge, c'est son cœur de métier. Un juge qui ne respecte pas la loi et qui ne l'applique pas, qui même va la violer, mais il sort complètement de son office et il n'a plus aucune légitimité. François Molins, tout à l'heure, on regardait sur le mur image, là, l'image de vous en 2015. C'est resté vraiment dans nos rétines, c'est-à-dire vous étiez le visage, la voix, cette voix douce que vous avez, ce regard assez particulier que vous avez quand vous annonciez de manière extrêmement pudique, c'est votre marque de fabrique, ce qui est en train de se passer. Quand vous voyez vous-même comme ça... Je trouve que j'ai l'air bien fatigué. Il y avait de quoi ? Oui, je pense qu'il y avait de quoi, oui, effectivement. Mais c'est effectivement, ça me renvoie à des souvenirs très forts sur le plan personnel, compte tenu de l'horreur de tout ce que j'ai vu sur les terrasses et devant le Bataclan et au Bataclan. Et puis, ça me renvoie à la conscience, effectivement, de tout le travail qui a été fait toutes ces années par l'équipe du parquet de Paris et par les juges d'instruction. Et puis, je dirais, ça cause peut-être aussi un petit sentiment de frustration, parce que quelque part, je me dis que j'aurais bien aimé être avec les collègues à l'audience pour participer aux réquisitions finales dans un dossier comme ça. Vous êtes les yeux qui ont vu le pire, c'est-à-dire ce que les morts dans la fosse du Bataclan, cette scène inouïe en plein cœur de Paris, après un concert. Qu'est-ce qui reste dans votre œil de cela ?
De la souffrance et de l'indignation, effectivement, par rapport à cette situation et à ceux qui l'ont commise. Vous êtes recueilli un instant, c'est vrai ? Oui, tout à fait. Les policiers disent, ce qui les impressionnait le plus, c'était les téléphones portables qui sonnaient. Oui. Et puis les gens où c'était marqué papa, maman, parce qu'on met ça sur son téléphone portable. Tout à fait. Avec des têtes qui reposaient sur des sacs, à l'intérieur desquels les téléphones, effectivement, sonnaient. Sonnaient, sans s'arrêter. Ça vous a changé entièrement ? Entièrement, je ne sais pas, mais après ça change forcément. Je pense que quand on assiste à des choses comme ça et qu'on voit tout ce qu'ont enduré les gens, les victimes, je pense que ça m'a peut-être rendu encore plus sensible à la souffrance des autres. Ça, certainement. Vous êtes un cas d'exigence morale, vous êtes vraiment le magistrat à l'ancienne. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire tout votre parcours, mais extrêmement attaché à des principes, croyant, c'est pas indifférent. Ça joue quel rôle dans votre identité ? Mais si vous voulez, ça vous ancre un certain nombre de valeurs et de croyances. C'est quoi ? C'est l'héritage des... Je suis toujours un peu gêné d'en parler comme ça. Quoi ? Parce que... Vous êtes pratiquant ? Oui. Ça veut dire quoi, pratiquant ? C'est chaque dimanche ? Pas forcément, mais la prière le soir ? Régulièrement. Provincial ? Les Pyrénées, alors là vous avez l'accent. Oui. C'est presque le même accent que Jean Castex ? Non. Oh, pardon, là j'ai fait une gaffe énorme. Jean Castex est du Gers. Ah, ben voilà. Moi je suis catalan. Ouais. Mais Jean Castex est catalan d'adoption, puisqu'il est maire de Prades, donc il est considéré comme un catalan. On reste provincial, vous êtes parisien superlativement, procureur à Paris, le palais de justice, vous êtes vraiment au cœur, vous avez été au cœur toute votre vie de ça, et en même temps vous êtes resté provincial ? Mais je pense que c'est un avantage. Je pense que... Moi, j'arrive à 42 ans de carrière. Bon, je ne suis pas parfait, loin s'en faut. Mais j'aurais au moins l'avantage d'avoir eu l'expérience provinciale et l'expérience parisienne. Et je pense que les deux sont très enrichissantes. Et il y a beaucoup d'interactions entre les deux pour comprendre certaines choses. Paris, ce n'est pas la France. Mais Paris, c'est aussi quelque chose qui compte parce que... surtout les dossiers de ce type-là, effectivement, je pense que le fait d'y avoir passé et exercé vous apporte quand même une connaissance des fonctionnements institutionnels, de l'État, de la justice en général, qui vous facilite quand même grandement les choses. Un dernier mot pour les morts. Il y a cette image depuis toujours de l'appel des morts. Là, il y en a tellement, 130. On parle de 130 morts. Cœur de Paris, une démocratie, etc. Cette présence des morts... Je ne vais pas entrer dans votre intimité tout à l'heure, mais de la prière, etc. La présence des morts, ça compte aussi. Oui. Et encore une fois, ça renvoie à ce qui sera l'un des sens de ce procès. C'est effectivement participer à ce travail de mémoire qui concerne les blessés qui ont survécu, mais aussi ceux qui sont morts et qui n'ont pas survécu. Ce travail de mémoire collective que j'évoquais tout à l'heure, qui renvoie effectivement à tout ce qui va être fait avec ce musée mémorial. Effectivement, cette mémoire collective qui permet aux gens de se reconstruire, de ne pas oublier ce qui ne sont plus là, et puis effectivement d'insister bien sur les valeurs, dignité, humanité, qui sont aujourd'hui des valeurs françaises, mais aussi plus largement des valeurs européennes. François Molins, merci beaucoup. Merci. Voilà, cet entretien avec François Molins, soirée spéciale ce dimanche soir sur LCI. Nous vous proposons un document exceptionnel sur la capacité de survie, de se reconstruire de celles et de ceux qui ont pu sortir vivants de la nuit du 13 au 14 novembre. Regardons-le ensemble et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, à 22h. À tout à l'heure.